Les comtes de Canterbury, c'est l'Angleterre de la fin du XIVe siècle. Mais c'est surtout un micro ouvert sur un carrefour social. Chevaliers, artisans, clercs, marchands, femmes bien vivantes. Tous en route vers le tombeau de Thomas Becket. Tous prêts à raconter pour gagner le pari de l'aubergiste. On comprend très vite que le pèlerinage sert de prétexte. Le vrai sanctuaire, c'est la parole. Le dispositif est d'une efficacité redoutable. À l'auberge, Harry Bailly, patron et maître de cérémonie, propose un concours. 2 histoires à l'aller, 2 au retour. Le dîner pour le meilleur conteur. Chaussé, narrateur pilgrim, fait semblant d'être naïf. Prend des notes, met tout le monde en scène. Résultat, une chaîne de récits cousus par des liens, où l'on se pique, se répond, se contredit. Le voyage n'avance pas vite, mais la dramaturgie, elle, file droit. Portrait, annonce, histoire, riposte, et l'on repart. Le prologue général est un bijou de portraitiste. En quelques vers, Chaucer donne des silhouettes qui respirent. Un chevalier noble sans pose, un meunier roublard, une prieure un peu snob, un sergent de loi très occupé dans le paraître, un franc-tenancier gourmet, un clerc fauché mais studieux, et surtout la fameuse épouse de Basse, large de moyens, large d'opinion. Rien d'édifiant, on sourit, on soupçonne, on se reconnaît. La grande idée, c'est que chacun racontera comme il est. Le style devient l'identité. Dans les contes eux-mêmes, la palette est folle. Le chevalier ouvre en grand format. Romance chevaleresque, amour concurrente, tire à l'arc narratif vers l'idéal. Le meunier enchaîne par un fabliau de derrière les fagots. Marie Dupé, étudiant leste, postérieur brûlé au tison. Farce irrésistible et bassement sublime. Le prêtre de la prieure livre un apologue animalier. Chaunteclair le coq et Peterlock la poule, où l'art de la flatterie fait tomber les plumes de la prudence. On passe de la haute poésie à la gauloiserie en un clin d'œil, sans perdre l'équilibre. 2 piliers méritent l'oreille. L'épouse de Basse, d'ailleurs, avec son prologue démesuré. 5 mariages au compteur, une théorie du couple qui arrache le micro, une fierté de corps et d'expérience qui bouscule le catéchisme. Son conte, un chevalier contraint d'apprendre ce que veulent les femmes, retourne l'autorité masculine comme un gant. Et le pardonneur ensuite, un vendeur d'indulgence qui avoue son imposture et raconte la plus implacable des paraboles morales. 3 viveurs cherchent la mort, trouvent l'or, s'entretuent. Radix malorum est cupiditas. On frissonne, on applaudit la clarté, on guette le sourire mauvais du bonimenteur. À mesure, on comprend l'enjeu secret. Raconter, c'est prendre le pouvoir. Chaque conte déplace la hiérarchie. Le meunier se permet de ridiculiser un charpentier. Le frère et le sommelier se tirent la barbe en public. Le marchand règle ses comptes. La prieure s'offre une légende édifiante. Le concours n'est pas qu'un jeu, c'est une arène où la société médiévale se critique en s'amusant. Le religieux côtoie le rabelaisien, l'idéal croise le marché, la morale se faufile entre 2 éclats de rire. C'est précisément ce mélange qui donne au livre sa vérité, une humanité sans filtre, ni cynique, ni angélique. La langue, alors parlons-en. En anglais moyen, les vers martèlent en rimes jumelles et une souplesse de conversation. Ça roule, ça claque, ça chante. Certaines histoires sont même en prose. Le mélibé, le parson. Preuve que Chaucer module comme un chef d'orchestre. En français, selon les traductions, on garde la langue, le grain, l'ironie. À l'antenne, il faut privilégier les passages directs. Dialogue, invective, punchline, proverbial. Chaucer a inventé bien avant nous le format stand-up médiéval. Une voix, une salle, une vérité lancée avec panache. Tout n'est pas lisse. L'œuvre n'est pas inachevée. Le plan initial, 2 contes à l'aller, 2 au retour, n'est pas rempli. On peut buter sur quelques tunnels moralisants et certaines nouvelles intercalées ralentissent la cavalcade. Plus grave, un conte comme celui de la prieure charrie un anti-judaïsme aujourd'hui insoutenable. Il faut le signaler, le contextualiser
et ne pas le maquiller. Enfin, la misogynie circule dans les blagues, même si la verve de l'épouse de masse renverse souvent le plateau. Bref, un monument vivant, avec ses angles morts, ses grandeurs, mais aussi ses faux plis. Pourquoi lire ce livre? Parce qu'il nous rend intelligents sans nous gronder, parce qu'il montre une société qui se regarde sans complaisance, mais avec curiosité, parce qu'il rappelle que l'on vit mieux en échangeant des histoires qu'en échangeant des coups, et parce que la polyphonie ressemble furieusement à nos vies. Chacun son récit, ses biais, son angle mort. Le collectif se construit quand même, tant bien que mal, dans la cuisine d'une auberge. Morale de la route, les reliques s'effritent, les bonnes histoires, elles, tiennent. Chaussée nous tend le micro d'Aribaï et nous souffle le vrai Paris. Sur le chemin de Canterbury, la plus juste des prières, c'est encore d'apprendre à écouter. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.